علماء الإسلام, les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient. حلقة اليوم عن ابن فرناس. Aujourd'hui, je vais vous parler de Abbas ibn Firnas, un inventeur et un pionnier dans certains domaines. On peut même dire qu'il a été parfois en avance sur son temps. Je l'ai également choisi parce qu'il représente bien le dynamisme qu'a connu au cours du IXe siècle la société d'Al-Andalus et en particulier les premiers représentants de son élite savante. Ibn Firnas est né autour de 819 à Cordoue, dans une famille d'origine berbère. Nous n'avons aucune information sur ses ancêtres, mais il est possible qu'il descende de l'un de ses soldats ou de ses officiers maghrébins qui, en 711, au nom de l'islam et sous la direction du fameux général Tariq ibn Ziyad, se sont lancés dans la conquête de la péninsule ibérique. Cette offensive éclair, consolidée plus tard par des contingents venus de Kérouan, puis de Syrie, aboutit à l'élimination définitive du pouvoir des Wisigoths et à l'instauration d'une principauté musulmane qui portera le nom d'Al-Andalus. Plus d'un demi-siècle avant la naissance d'Ibn Firnas, la principauté s'était transformée en émirat, à la suite des grands événements politiques qui avaient secoué le centre de l'empire musulman et qui avaient entraîné la chute des Omeyyades au profit de leurs cousins, les Abbassides. En effet, à la suite de leur coup d'État, ces derniers ont tenté d'éliminer physiquement tous les membres influents de la famille Omeyyade. Mais, comme dans les légendes, un des membres de cette famille a survécu au massacre et a réussi à s'enfuir au Maghreb, puis à regagner Cordoue où il sera proclamé émir. Ce rescapé est connu sous le nom de Abd al-Rahman al-Dakhil, c'est-à-dire l'immigré. Comme Ibn Firnas a vécu pendant une grande partie du IXe siècle, et qu'il a connu pas moins de 3 émirs à la tête d'Al-Andalus, il me semble utile de dire quelques mots sur les aspects essentiels de cette période. Au début du siècle, c'est Al-Hakam Ier, le petit-fils de Abd al-Rahman Ier, qui gouverne l'Andalus, comme son père et son grand-père, d'une manière totalement indépendante du califat de Bagdad. Sur le plan scientifique et culturel, le IXe siècle est une période de maturation. Avec un décalage d'un demi-siècle ou plus par rapport à la dynamique observée en Orient, mais en relation directe avec les premiers foyers culturels et scientifiques du centre de l'Empire, la société de l'Andalus commence à produire les premiers hommes de science. Elle prépare ainsi le décollage de la seconde moitié du IXe siècle, qui est d'ailleurs signalé par le célèbre bibliographe andalou du XIe siècle, Sa'id al-Andalusi. Parmi les pionniers du siècle d'Ibn Firnas, les sources connues évoquent quelques enseignants en mathématiques, de stature modeste d'ailleurs, et des spécialistes en sciences des héritages. Pour l'astronomie appliquée, qui répondait aux besoins des pratiques religieuses, 2 noms seulement nous sont parvenus. Le corps médical est mieux représenté, mais il n'est constitué que de praticiens qui sont le plus souvent au service de l'entourage de l'émir et des élites de Cordoue. En effet, les sources connues ne signalent aucun professeur, ni aucun auteur d'ouvrage d'enseignement ou de traités spécialisés. On remarque aussi que cette corporation est panachée, si j'ose dire, puisqu'on y trouve des médecins chrétiens, originaires de la péninsule, un sabéen d'Orient et un seul musulman de l'Andalus. Dans ce contexte caractérisé par un développement soutenu, Ibn Firnas a probablement bénéficié d'une bonne formation, mais on ignore son contenu. À la suite de certains auteurs qui ont évoqué sa vie et son profil, on admet aisément qu'il a pu acquérir ses connaissances scientifiques et techniques à travers des lectures d'ouvrages ou en suivant certains enseignements. En tous les cas, il semble qu'il ait acquis un niveau suffisamment élevé pour qu'il se fasse remarquer par les milieux cultivés de Cordoue. On dit même que ce sont ses qualités de poète et d'astrologue qui lui ont permis de fréquenter, très jeune, les gens de la cour. On sait en effet que Abd al-Rahman II, comme son grand-père
et comme ses ancêtres de Damas, s'était entouré des meilleurs poètes et des astrologues les plus renommés du pays. On sait aussi qu'Ibn Firnas a continué à fréquenter les gens de la cour pendant toute la durée de l'émirat de Mohammed Ier, c'est-à-dire jusqu'en 886, et qu'il est mort une année plus tard. L'époque des trois émirs que je viens d'évoquer est celle où des initiatives officielles importantes sont prises pour développer les activités scientifiques et culturelles. Des émissaires, comme Abbas ibn Nasih, sont envoyés en Orient pour acheter des copies d'ouvrages indiens et grecs dont les versions arabes commençaient à circuler depuis la fin du 8e siècle. De leur côté, les membres de la cour à Cordoue et les gens aisés des métropoles régionales comme Tolède et Séville cherchaient aussi à profiter du raffinement qui caractérisait le mode de vie des milieux aisés de Bagdad, la capitale de l'Empire. C'est probablement cette demande, ou bien une invitation officielle, qui ont favorisé l'arrivée, en 822, à la cour de Abd al-Rahman II, d'un artiste polyvalent qui était déjà célèbre à Bagdad et qui n'est autre que le fameux Ziryab. Homme raffiné, de grande culture et très inventif, il a eu carte blanche pour bousculer les habitudes des élites d'Al-Andalus. Il commence par modifier l'étiquette de la cour et innover dans le domaine de la mode, en renouvelant l'habillement et le maquillage. Puis, pour diversifier les loisirs de la cour, il introduit des jeux qui étaient encore inconnus à Cordoue, comme le jeu d'échecs et le polo. Très doué dans le domaine musical, il fait connaître de nouveaux instruments, comme le luth oriental, le fameux oud, auquel il aurait ajouté une 5e corde. Ibn Firnas a eu sans aucun doute l'occasion de fréquenter ce grand artiste, qui l'a probablement impressionné par ses capacités d'innovation. On peut même penser que sa vocation d'inventeur est née, ou bien s'est révélée, au contact de Ziryab. Et sa fréquentation des mêmes gens de la cour, très friands de nouveautés, n'a pu que favoriser cette vocation. Quoi qu'il en soit, c'est cette voie de la créativité qu'a choisi Ibn Firnas. Son premier succès aurait été le travail du verre, et il serait le premier en Andalous à avoir mis au point, ou perfectionné, un procédé permettant de réaliser des objets en cristal. En astronomie, on le crédite de 2 réalisations qui ne sont pas originales, mais qui révèlent la circulation rapide des idées scientifiques héritées de la tradition grecque. Il serait en effet le premier en Andalous à avoir conçu une sphère armillaire et un planétarium pour reproduire et mieux observer le mouvement des objets célestes. Il aurait également réalisé une horloge à eau, très originale, qu'il aurait offerte à l'émir Mohammed Ier. Mais sa contribution la plus spectaculaire, et qui a fait sa renommée pendant des siècles, c'est un exploit physique personnel, celui d'avoir volé dans le ciel de Cordoue. Nous pouvons lire, ici ou là, qu'avant lui, des hommes ont essayé de s'arracher à la terre et de planer dans les airs. Mais de toutes ces tentatives réelles ou imaginaires, seule une belle légende grecque, celle d'Icare, a continué à faire rêver. Nous ne savons pas si Ibn Firnas était au courant des tentatives de ses prédécesseurs, au cas où ils auraient réellement existé. En tous les cas, ses contemporains ont réellement vécu un moment exceptionnel. En effet, sa tentative de voler a eu des témoins, et la meilleure preuve de cela, c'est que parmi eux, il y avait à la fois des admirateurs et des détracteurs. Pour réaliser son expérience, il s'est fait confectionner un habit de soie qu'il a recouvert de plumes de rapace. Puis, il a choisi un endroit surélevé dans les environs de Cordoue et il s'est lancé dans les airs. Les témoins disent qu'il a réussi à voler sur une grande distance. Mais, ayant fait une fausse manœuvre, ou bien n'ayant pas bien étudié la meilleure manière de se poser, il n'a pas pu éviter la chute et quelques blessures. Des poètes enthousiastes ont quand même chanté cet exploit. Mais l'un d'entre eux, un peu médisant, et probablement jaloux, n'a retenu de l'événement que sa chute, et il s'est fait un plaisir de se moquer d'Ibn Firnas. Il l'a fait dans un court poème d'une grande méchanceté qui nous est parvenu. Comme quoi, on peut être petit et voir son nom traverser les siècles, parce qu'on a eu la chance de côtoyer des gens plus célèbres ou d'en avoir dit du mal.
مع برنامج علماء الإسلام. C'était les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam, en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient.